Bonjour, je suis Guillaume Aubertin, je suis pneumopédiatre, je travaille à Paris essentiellement en milieu hospitalier et aussi en libéral. Je fais partie de la Société française de recherche et de médecine du sommeil et je fais partie aussi de ce groupe spécialisé de sommeil de l'enfant et de l'adolescent qui s'appelle GSEA, qui est au sein de cette société savante qui est la SFRMS, dans lequel on est de différentes spécialités prenant en charge les troubles du sommeil de l'enfant dans leur globalité, pouvant effectivement réfléchir sur ce que doit être la médecine du sommeil de l'enfant. Et donc il y a plein de projets en cours pour essayer de faire avancer les choses exclusivement pour l'enfant et l'adolescent. Qu'est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant? Syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant, alors on en distingue deux types. Syndrome d'apnée obstructive du sommeil de l'enfant, le SAOS qu'on connaît bien chez les adultes, et le syndrome d'apnée centrale du sommeil de l'enfant qui est quand même beaucoup plus spécifique de certaines pathologies. Je vais me restreindre aux troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant qui est beaucoup plus large dans sa présentation. On est encore calé actuellement sur 3 présentations phénotypiques, plutôt en fait à cause de l'étiologie fortement suspectée de ces syndromes-là. Le type 1 qui est plutôt les grosses amygdales, les grosses végétations, l'enfant qui a des anomalies légères, modérées du morphotype facial. Le type 2 qui est l'enfant, l'adolescent obèse, on en voit de plus en plus des enfants obèses. Et le type 3 qui est plutôt donc les SAOS d'origine syndromique, génétique, malformative. Le plus fréquent, c'est bien sûr le TROS de type 1, donc celui qui est secondaire à l'hypertrophie des tissus lymphoïdes, pour lequel justement la SFRMS a remis à jour des recommandations qui n'étaient pas forcément très bien utilisées ou très bien suivies de la part de mes confrères, quels qu'ils soient, puisqu'on est plusieurs à prendre en charge ces troubles-là. Et donc l'année dernière ont été publiés un consensus français concernant le parcours de soins des enfants suspects ou atteints de TROS de type 1 et réunissant justement des pneumopédiatres comme moi, mais aussi des ORL, des médecins du sommeil, des psychiatres qui font aussi pour certains de la médecine d'adulte, puisque en France on a cette possibilité, en étant plutôt formé à l'adulte, de faire aussi de l'enfant. Chose hyper importante je pense pour ce consensus, c'est qu'on a été aussi accompagné d'orthodontistes et de rééducateurs oromyofonctionnels qui justement font partie prenante de cette prise en charge pluridisciplinaire et indispensable de ces TROS. SAOS ou TROS? En fait, le SAOS, c'est une définition bien déterminée qui est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est pas moi qui ai inventé la définition, l'HAS la donne dans ses recommandations en disant c'est la répétition d'épisodes anormalement fréquents d'interruption ou de diminution du débit ventilatoire entraînant une symptomatologie clinique et des désaturations et des micro-éveils. Ça, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Le problème, ça veut dire que finalement, on s'intéresse à une certaine partie de ces troubles qui sont anormalement fréquents. Et ça repose encore sur l'IAHO, j'insiste sur le IAHO chez l'enfant et pas l'IAH au global. Alors que quand on parle de troubles respiratoires obstructifs du sommeil, on va parler de toutes les différentes facettes des troubles respiratoires obstructifs du sommeil et on commence ne serait-ce que par la respiration bruyante et le ronflement jusqu'à effectivement des difficultés respiratoires un peu plus importantes, les hypopnées puis les apnées en groupant donc ce SAOS. Donc on est beaucoup plus sur un continuum de symptômes cliniques différents mais beaucoup plus larges et on sait que les ronflements ne sont pas, comme ils l'ont été dit auparavant, si bénins, si primaires qu'on aurait pu le croire il y a quelques années encore en arrière. Y a-t-il des répercussions comportementales de ces syndromes? Oui, on en parle beaucoup. Ça revient souvent en fait sur justement l'expression clinique des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Les symptômes, bien sûr, sont le plus souvent respiratoires. On présente des apnées, on présente des arrêts de la respiration, des reprises inspiratoires bruyantes. Le ronflement, c'est sans doute le symptôme majeur. Et puis, il y a aussi une expression qui est en fait plutôt une conséquence de ces troubles respiratoires obstructifs du sommeil qui se présente sous la forme de troubles de l'attention, de troubles d'une hyperactivité, d'inattention, de troubles du comportement ou de la mémoire et qui de fait, tous ces troubles-là entraînent des conséquences neurocognitives, comportementales, avec des difficultés en milieu scolaire. Et c'est
surtout de ça en ce moment dont on parle beaucoup, justement pour essayer de comprendre en fait ce qui est à l'origine de ces troubles-là. On le sait déjà sur l'architecture du sommeil, sur les désaturations répétées, mais on ne sait pas encore tout de ces troubles de déficits neurocognitifs, neurocomportementaux. Et il y a sans doute peut-être un peu de confusion, au moins sur le plan sémantique, de ce qui est la conséquence des TROS sur le plan neurocomportemental, de ce qui est le TDAH. On entend souvent les enfants troubles 10, les enfants qui ont un TDAH doivent être enregistrés pour être sûr qu'il n'y ait pas de TROS. Et c'est vrai que là, il y a sans doute quelque chose à préciser dans les années à venir sur ce qui est d'un TDAH réel avec une définition bien consensuelle sur les symptômes dont on a parlé, l'impulsivité, l'inattention, l'hyperactivité qui évolue depuis plus de 6 mois chez un enfant de moins de 12 ans, de ces complications neurocomportementales secondaires à des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Très bien. Que faire si l'on soupçonne ce type de trouble chez son enfant ? Si on suspecte des apnées, alors je pense que déjà la première chose c'est bien interroger sur tout le sommeil. C'est-à-dire ne pas s'arrêter au côté respiratoire du sommeil parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi en reprenant complètement le sommeil, l'environnement de sommeil, le rythme du sommeil, l'environnement familial, les antécédents de la famille. Et ensuite, au fur et à mesure, on va pouvoir effectivement aller plutôt vers une catégorie spécifique de troubles du sommeil, quels qu'ils soient. Pour les gens qui ont plus l'habitude, ça va être des questions un peu plus faciles et aiguillées par l'expérience. Pour ceux qui ont un peu moins de facilité à discriminer les différents troubles plus ou moins rapidement, on a des questionnaires validés en langue française, dont un qui est le pendant d'un questionnaire de langue anglo-saxonne qui permet justement de dépister 6 grands groupes de pathologies du sommeil avec 2 échelles validées en langue française entre 6 mois et 4 ans et une autre entre 4 ans et 16 ans. Donc première chose à faire, c'est vraiment s'intéresser à tous les aspects possibles du sommeil. Et ensuite, quand on se dirige plus vers les apnées obstructives du sommeil, je crois que le chef d'orchestre initial, encore aujourd'hui, c'est un ORL qui va pouvoir faire un examen complet de ce qui peut obstruer les voies aériennes supérieures et ensuite adapter la nécessité ou non d'un examen du sommeil ou alors une chirurgie première ou peut-être pas de chirurgie première, mais en tout cas un suivi et une approche pluridisciplinaire incluant, comme je le disais initialement, les ORL, les orthodontistes, les rééducateurs et tous les autres membres de la communauté de sommeil autour de l'enfant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que je pense qu'il faut s'intéresser au sommeil de l'enfant, ne pas croire que tout repose sur les apnées, même si c'est quelque chose qui est très fréquent, tout n'est pas toujours expliqué par les apnées obstructives et je pense que c'est important vraiment de s'intéresser à la globalité du sommeil chez l'enfant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.